Alors, Koumba Yarissi, comment comprendre l'attitude de la CEDEAO qui, a d'ailleurs, tout le monde le sait, on se souvient encore, et je crois que les sanctions sont courent encore, cette communauté qui a sanctionné le Burkina, le Mali, le Niger, au point de prendre des sanctions illégales, comme on le dit, criminelles, d'autres qualifient ça comme ça, des sanctions qui violent même les textes de la communauté. Et on avait tous suivi. Même l'électricité avait été coupée au Niger. Il y a eu aussi l'embargo sur les médicaments, le gel des avoirs, confiscation des avoirs, etc. Là, personne ne s'inquiétait de ces populations-là, de ces peuples, comment ces peuples allaient continuer à vivre. Et aujourd'hui, que ces pays ont décidé de quitter la CEDEAO, et voilà que la CEDEAO parle désormais d'une solution négociée. Comment comprendre ça? Ah non, mais vous avez oublié le pire. Ils voulaient bombarder le Niger. Ou une intervention militaire en plus. Une intervention militaire carrément qu'ils ont suspendu à la tête, sur la tête du Niger pendant des mois. Parce qu'ils ont mis le Niger sous cloche le lendemain du coup d'État. Et aujourd'hui, entre parenthèses, quel est le sort de Bazoum? Puisque le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO qui menaçait le Niger si jamais on touchait à un cheveu de Bazoum. Non, pour parler de manière plus triviale, je crois que la CEDEAO, ils se sont réveillés en retard. Ils ont oublié que le monde a changé. Et donc, ils se sont trompés d'analyse, ils se sont trompés de monde, ils se sont trompés de génération. Et aujourd'hui, nous, on nous parle de textes quand tout le monde a hurlé, quand les peuples ont crié leur désarroi, quand les bébés sont morts, quand les femmes enceintes n'arrivaient plus à s'alimenter, etc., etc. Quand il y avait des morts à l'appel, ça continue encore dans notre zone. Personne n'en a eu cure, ni les Nations Unies, ni l'Union africaine, encore moins la CEDEAO. Ils enfonçaient le clou plutôt. Il vous souviendra que la CEDEAO a eu recours à l'UEMOA pour faire encore plus mal, pour aller plus loin dans son œuvre de destruction. Moi, je ne parlerai même pas de déstabilisation. Parce que là où il n'y a pas de guerre, la CEDEAO nous a imposé la misère la plus noire. Et en demandant d'ailleurs à toutes les organisations internationales ou régionales de faire comme elle. Et aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui, sans honte, toute honte but, va nous demander de nous conformer aux textes. La CEDEAO s'est assise sur les textes. Elle les a avalés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Telar TVRC, en compagnie de Koumba Yarissi, enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Bonjour, Koumba. Bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être encore avec nous sur le plateau de Telar TV R7 pour décrypter le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous aborderons également la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. C'est désormais acté, vous le savez, que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO. Est-ce une surprise pour vous ou cela était prévisible? Non, ça n'est pas une surprise parce que la CEDEAO s'était transformée en père fouettard. Et nous savons que les chefs d'État influents de la CEDEAO sont les dignes représentants de la France-Afrique. Ce sont les valets de la France, en l'occurrence Alassane Draman Ouattara, Mhm.
Macky Sall, Mais les est-ce que ce élections, ne sont pas finalement des intentions qu'on leur prête? les intentions. Ah, pas du Oui. tout. Parce que vous suivez depuis euh, un quinquennat, comment dire, depuis au moins 5 ans, la situation en Afrique de l'Ouest. Et vous savez très bien que chaque fois que le Mali d'abord, puis les autres, chaque fois que nous avons eu maille à partir avec la CEDEAO, c'est de Paris que le président français nous dit à l'opinion nationale et internationale ce qui va se passer, les décisions qui seront prises, le soutien de la France, celle de l'Union africaine, parce que ne nous y trompons pas, la situation en Afrique est gérée par la France. C'est la France qui est à la manœuvre. L'Amérique, la Big Amérique, a sous-traité toutes les questions africaines à, à la France. Donc, la France fait tellement bien son boulot qu'elle ne se gênait plus, le président français ne se gênait pas de dire ce qui allait se passer la veille de la tenue de quelque sommet que ce soit. On l'a vu, les exemples, il y en a à foison. Donc, nous ne nous y trompons pas. Nous savions que ça allait se faire. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on a longtemps traîné. On aurait dû partir depuis l'année Ça dernière. aurait dû se faire beaucoup plus tôt, ce que vous êtes en Oui, train de nous juste dire. après l'embargo qu'ils ont imposé au Mali. Parce que nous vivons encore, ou du moins c'est maintenant que les conséquences de cet embargo inhumain se ressentent sur tous les plans, même sur le Alors, plan. Kumba Yarichi, mettre au monde un enfant et le renier après, c'est quand même curieux, non? Qu'est-ce qui a dû se passer concrètement? Parce que ceux qui viennent de quitter la CEDEAO, finalement, ce sont là les pays membres qui ont créé cette organisation Oui, en 1975. c'était des soldats. Les présidents, tous ces présidents étaient des soldats. Curieusement, ils sont venus tous à la suite de coups d'État. Et aujourd'hui, ceux-là même qui, des fois, ont perpétré des coups d'État beaucoup plus Plus graves sanglant? Oui. et sanglants, comme Alassane Ouattara, jouent aux veufs éplorés. Alors, Koumbayar, si on revient donc sur la CEDEAO, est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative que de quitter Carbon, une telle organisation? Il Oui, faut le signaler, même l'ONU aussi a ses faiblesses, hein, toutes les organisations ont des faiblesses. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative? sauf que l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, eux, se soucient de leur propre bien-être. Nous avons vu la Grèce, le Portugal, puis l'Espagne, comment ils ont été tirés à bout de bras par l'Union L'Union européenne. européenne, oui. Et quand il s'est agi du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, pourtant c'est un pays membre stratégique, qui a une position stratégique et qui est parti, mais dans les règles de l'art. Quand il s'agit d'eux, ils trouvent toujours des solutions humaines. Ils s'adossent au texte parce que eux sont des peuples, ce sont des blancs. Ils doivent, ce sont les maîtres du monde. Mais quand il s'agit des nègres, quand il s'agit de l'Afrique, c'est la brutalité absolue. C'est par la brutalité qu'on agit. C'est pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'on n'a pas idée. Nos trois pays réunis font plus de 2 500 000 kilomètres carrés, peut-être 2 800 000. Ce qui reste, c'est peut-être le tiers. Alors, se passer d'autant de kilomètres, en fait, de ciel, par exemple,
Si nous sortons de l'ASECNA, je crois que les avions qui vont survoler l'espace AES vont produire beaucoup d'argent. Parce que toutes ces organisations-là sont mises en place pour servir les intérêts des maîtres blancs de la France. Donc là où vous devez gagner 100 000, vous gagnez 10 000. Et on vous dit que c'est une faveur qu'on vous accorde. Une Donc, faveur qu'on leur accorde, évidemment, un retrait qui suscite beaucoup de commentaires, mais en tout cas beaucoup de commentaires, et chacun il va dans son sens. Les plus curieux d'ailleurs, c'est d'entendre évoquer avec insistance, je ne sais pas si vous l'avez constaté, les conséquences socio-économiques de ce retrait. On assiste aujourd'hui, on est en train d'observer comment les médias, particulièrement, j'allais dire occidentaux, mais aussi certains médias africains, relaient cette information, ce bruit qu'on n'a pas entendu lorsque les Royaumes-Unis ont quitté l'Union européenne, c'est-à-dire le Brexit. Et quand il s'agit aujourd'hui le Brexit, des Africains, puisque c'est le bon nègre à son bon maître, on vous fait croire que le lendemain, vous n'allez même pas vous réveiller. Nous, on est vaccinés, hein, on l'a vu. Barkhane, Munissement, et autres. Tous sont partis. Nous sommes toujours là. Et nous savons que ce qui importe pour nous, c'est de remettre le Sahel au travail. Remettre le Sahel au travail, remettre au cœur de nos actions l'intérêt général de tous ces peuples qui n'ont fait que souffrir. Il ne faut pas prolonger des souffrances inutiles. On va se remettre au travail. Regardez la situation du Sénégal aujourd'hui. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas que le peuple sénégalais s'inquiète. Mais comment le Sénégal va s'intégrer au sein de la CEDEAO? Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a déjà le Mali. Et comment le Sénégal va faire? Il y aura des relations bilatérales entre le Sénégal et le Mali. Il y aura des relations bilatérales entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et comment ce grand écart va être fait? Donc, je crois que la CEDEAO n'a aucun avenir. Aucun avenir. La CEDEAO n'est plus viable parce que en 2003, quand le conflit ivoirien a éclaté, personne ne donnait cher de la peau du Mali, du Burkina. Oui, ce sont des pays de l'interland, ils ne vont pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, le port autonome d'Abidjan est représenté à Bamako. Donc, il faut juste choisir les ressources humaines compétentes pour plus d'efficience et savoir négocier pied à pied. Nous, c'est ce que nous demandons à nos autorités, qu'elles soient maliennes, burkinabè ou nigériennes. Parce que, oui. alors, Combat Yarissi, comment comprendre l'attitude de la CEDEAO qui, a d'ailleurs, tout le monde le sait, on se souvient encore, et je crois que les sanctions sont courent encore, cette communauté qui a sanctionné le Burkina, le Mali, le Niger, au point de prendre des sanctions illégales, comme on le dit, criminelles, d'autres qualifient ça comme ça, des sanctions qui violent même les textes de la communauté. Et on avait tous suivi. Même l'électricité avait été coupée au Niger. Il y a eu aussi l'embargo sur les médicaments, le gel des avoirs, confiscation des avoirs, etc. Là, personne ne s'inquiétait de ces populations-là, de ces peuples, comment ces peuples allaient continuer à vivre. Et aujourd'hui, que ces pays ont décidé de quitter la CEDEAO, et voilà que la CEDEAO parle désormais d'une solution négociée. Comment comprendre ça? Ah non, mais vous avez oublié le pire. Ils voulaient bombarder le Niger. Oui, une intervention militaire en plus. Une intervention militaire carrément qu'ils ont suspendu à la tête, sur la tête du Niger pendant des mois. Parce qu'ils ont mis
le Niger sous cloche le lendemain du coup d'État. Et aujourd'hui, entre parenthèses, quel est le sort de Bazoum? Puisque le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO qui menaçait le Niger si jamais on touchait à un cheveu de Bazoum. Non, pour parler de manière plus triviale, je crois que la CEDEAO, ils se sont réveillés en retard. Ils ont oublié que le monde a changé. La globalisation qui a été concoctée par l'Occident en passant sur, en disloquant l'Union soviétique avec la complicité de Gorbatchev, ils ont oublié que la vie n'est pas statique, elle est dynamique. Les changements, c'est ce qu'il y a de plus naturel et que eux, ils peuvent être à la manœuvre, mais toutes les certitudes aujourd'hui sont bousculées. De sorte que finalement, la CEDEAO, ou plus précisément les chefs d'État, certains chefs d'État de la CEDEAO tels que Alassane Ouattara, le Béninois, qui a d'ailleurs blanchi, qui ne sait plus où donner de la tête, dont le trône est menacé et qui se prépare d'ailleurs à faire prendre un texte, à modifier la Constitution pour avoir un troisième mandat, parce que quand il venait, il a promis au cours d'un seul mandat, il aurait fait le job et il serait parti, le gentleman. Et donc, ils se sont trompés d'analyse, ils se sont trompés de monde, ils se sont trompés de génération, parce que quand nous sommes 8 milliards de personnes en Afrique, ils disent que nous sommes trop nombreux. Et comme la majorité des Africains sont des jeunes, sans espoir, des jeunes à qui on ne veut rien offrir, eh bien, ils assumeront, ils assumeront la roublardise. Parce que François Mitterrand disait que le monde appartenait aux crapules. Aujourd'hui, les crapules n'ont plus de place. Aujourd'hui, les défis se complexifient. Même sur le plan climatique, nous avons des problèmes. Donc, nous sommes obligés de dessiller. Tout le monde va dessiller les yeux. Et c'est pourquoi le réveil a été brutal pour ces caciques de la CEDEAO. Alors, il y a une question qui en revient souvent, c'est l'entrave à la libre circulation et le libre-échange. Le fait de quitter évidemment la CEDEAO, ces trois pays de l'AES risqueront de perdre ces avantages. Et ma question, la toute première, c'est de savoir d'abord, puisque la CEDEAO a été créée en 1975, donc 49 ans, presque 50 ans, est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission, la libre circulation est effective, par voie terrestre, j'allais dire? Oui, quand on compare la libre circulation telle que c'est conçu ici, quand on la compare à ce qui se passe en Afrique centrale, on peut dire qu'il y a quelques petites avancées. Parce qu'en réalité, euh, à plusieurs reprises, la CEDEAO a été obligée de sonner le tocsin parce que à tous les 50 kilomètres, il y a des barrages pour plumer ceux qui voyagent. Cette liberté, je n'en veux pas. Parce que c'était du saupoudrage. C'était juste pour tromper. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Ceux qui voyagent, ce sont les commerçants, ce sont ceux qui vont en vacances, etc., etc. Tout le monde ne voyage pas. Tout le monde ne voyage pas. Et puis, ça rapporte quoi à nos États? Parce que ce sont les plus faibles qui payent pour les plus riches. Nous avons vu, par exemple, quand Bolloré, Total, etc., ne paye aucun copec
comme taxe dans nos pays. Cependant, ils disent que le Niger est le pays le plus pauvre. Nous, juste avant, le Burkina aussi, etc., etc. Mais ils ne payent pas d'impôts. Et c'est très bien comme ça parce que le bon nègre ne doit pas aspirer à quoi que ce soit. Même quand il a un salaire, ce salaire ne doit pas lui permettre de vivre. Alors qu'eux payent même leurs chômeurs. Donc, c'est du saupoudrage. Et aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Quand on va tout négocier, de toute façon, c'est eux qui ont Abidjan et Dakar, ce sont les ports, les plus grands ports d'Afrique de l'Ouest, francophones en tout cas. Mais on verra bien quand l'heure Oui, viendra. mais désormais, pardon, Koumba ici, comment ça va se passer désormais au niveau, bien sûr, de la circulation? Est-ce que c'est autant dire qu'ils vont procéder à des négociations, des accords bilatéraux, par exemple, ou comment ça va se passer? Ah oui, ben, comme nous, on s'est réveillés, on a dessillé les yeux. Alassane Draman Ouattara a imposé la carte de séjour aux étrangers, mais ces citoyens vont payer aussi. Il y aura des cartes de séjour. Partout où on imposera des cartes de séjour aux citoyens de l'AES, l'AES fera de même. Et Évidemment, il y a donc, une réciprocité, bien entendu. une réciprocité. Pour ceux qui voyagent, bon, tout le monde aura son passeport. S'il y a des visas à prendre avec les, les nouvelles technologies, j'imagine que la corruption, on va essayer d'amoindrir les effets de la corruption pour permettre à ceux qui en ont les moyens, parce que ceux qui n'ont pas de moyens ne voyagent pas. C'est ceux qui en ont les moyens qui voyagent. Ce sont les commerçants, ce sont les opérateurs économiques. Et donc, prendre un visa une fois par trimestre, une fois en passant, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, ce qu'ils disent là, moi, je n'entends pas ça du tout parce que, en réalité, quand vous partez de Bamako à Abidjan, c'est la croix et la bannière. Quand vous prenez le train ou la route pour aller à Dakar, si vous avez un coupon de bazin, vous êtes obligé de dédouaner le coupon de bazin. Pourtant, on dit libre circulation des hommes et des biens, des personnes et des biens. Dans ce cas, les biens, ça veut dire quoi? Donc, en Afrique, on est fort pour prendre des textes, mais on n'est pas suffisamment mature ou honnête pour Merci. obliger au respect des textes. Parce que les premiers qui ne respectent pas les textes, ce sont les chefs d'État eux-mêmes. Quand tu t'engages pour un mandat, deux mandats, tu en fais trois, quatre, cinq, et tu tues tous ceux qui respectent dans ce cas. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Voilà, comme disait d'ailleurs Ibrahim Traoré, ce sont là des vrais putschistes qui d'ailleurs arrivent même à bâillonner les populations, à tirer sur les populations, mais curieusement, la communauté internationale n'a jamais vu cela. Alors, il y a un autre aspect de choses qui remonte à la surface, c'est que d'aucuns parlent de ce qu'ils devraient, sinon pourquoi ces États n'ont pas procédé par des consultations de leur population, par exemple par voie référendaire, avant de prendre cette décision. Dans des pays en guerre, il sied d'organiser des référendums. Je ne sais pas par quel extraordinaire. Nous avons d'autres soucis aujourd'hui. Ce qui se fait se vit pas par procuration. Les populations sont les premières victimes de ces mesures-là. Au nom de la démocratie, on tire sur tout ce qui bouge. On détruit nos vies et on creuse les inégalités. Il n'y a plus de classe moyenne dans nos États aujourd'hui. Dans nos pays, il n'y a plus de classe moyenne. Tout le monde s'est appauvri.
Les administrations sont détruites. Nous, depuis plus d'un an, le budget de fonctionnement est revu de manière drastique pour éviter certains écueils. Et pour faire plaisir à des chefs d'État, organiser des référendums, perdre de l'argent, faire prendre des risques aux pauvres populations qui cherchent simplement à vivre. Ces États ont intégré la communauté, sont passés par les référendums. Pourquoi aujourd'hui on exigerait donc les référendums à ces mêmes États lorsqu'il s'agit de retrait? Alors venons donc à l'effectivité de ce retrait. Le traité révisé bien sûr de la CEDEAO, vous le savez, à son article 91 stipule, je vais lire donc pour l'intérêt de nos téléspectateurs, que tout État membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit dans un délai d'un an sa décision au secrétariat exécutif qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si la notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. Alinéa 2, au cours de la période d'un an visée au paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Alors, au regard de cet article, ma question était de savoir, puisque dans les communiqués ou le communiqué conjoint qu'on a lu, qui faisait bien sûr référence au retrait de ces pays de la CEDEAO. Dans ces communiqués, disais-je, il est bien mentionné effet immédiat. Or, ici, l'article nous dit qu'il faut un an pour que ce retrait soit effectif. Toutes les réponses que je vais vous faire se trouvent dans effet immédiat. Pourquoi effet immédiat? Ce n'est pas le premier départ de la CEDEAO. Hein. La Mauritanie est partie de la CEDEAO. On était 16 États au départ. La Mauritanie, c'est après le départ de la Mauritanie que nous nous sommes retrouvés à 15. Parce qu'avec la Mauritanie, nous avons aussi l'OMVS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Toutes ces organisations ne visent pas autre chose que l'intégration, d'une part, des populations et ensuite le bien-être des populations pour aller vers la fédération de l'Afrique, des pays d'Afrique. En gros, c'est ce qui est recherché. Mais la Mauritanie est partie parce que la Mauritanie ne se sentait pas nègre. Je ne suis pas une mauvaise langue, mais elle voulait rejoindre les pays arabes. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais elle est restée en dehors de la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous, on nous parle de textes quand tout le monde a hurlé, quand les peuples ont crié leur désarroi, quand les bébés sont morts, quand les femmes enceintes n'arrivaient plus à s'alimenter, etc., etc. Quand il y avait des morts à l'appel, ça continue encore hein, dans notre zone. Personne n'en a eu cure, ni les Nations Unies, ni l'Union africaine, encore moins la CEDEAO. Ils enfonçaient le clou plutôt. Il vous souviendra que la CEDEAO a eu recours à l'UEMOA pour faire encore plus mal, pour aller plus loin dans son œuvre de destruction. Moi, je ne parlerai même pas de déstabilisation. Parce que là où il n'y a pas de guerre, la CEDEAO nous a imposé la misère la plus noire. Et en demandant d'ailleurs à toutes les organisations internationales ou régionales de faire comme elle. Et aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui, sans honte, toute honte but, va nous demander de nous conformer aux textes. La CEDEAO s'est assise sur les textes. Elle les a avalés. Et aujourd'hui, elle doit assumer. Elle va boire jusqu'à la lie de calice. Combayar, ici, nous savons également que lorsque ces pays ont quitté le G5 Sahel, quelques jours avaient suffi pour que finalement soit déclarée la mort de cette
de cet organe, j'allais dire. Est-ce que maintenant qu'ils viennent de quitter la CEDEAO, pensez-vous que cela sonnerait le glas de la CEDEAO, comme le disent certains? Non, mais la CEDEAO, c'est fini. C'est fini. Ils vont recommander, la CEDEAO va recommander son âme à Dieu et puis voilà. Les fonctionnaires qui travaillent là-bas doivent déposer leur CV dans d'autres organisations. Non, de manière plus triviale, je vous avais dit tout à l'heure, la situation exceptionnelle du Sénégal, et le Sénégal n'est pas seul. Le Sénégal a des petits pays à côté de lui. Le Sénégal déjà n'est pas grand. Il y a la Guinée-Bissau, il y a le Cap-Vert, il y a la Gambie, qui tous ont plus ou moins des frontières avec le Mali. Avec la Guinée, ils ne peuvent pas espérer grand-chose parce que la Guinée, la seule différence avec la Guinée, pourquoi il n'y a pas trop de tension entre la Guinée et la CEDEAO? Parce que la Guinée n'est pas dans la zone franc, parce que la Guinée est au bord de l'océan, donc elle a un port qu'elle va développer. La CEDEAO n'a aucune prise sur la Guinée aujourd'hui, ni demain, ni dans 10 ans, ni dans 100 ans. Donc la CEDEAO est écartelée. La CEDEAO est écartelée. La CEDEAO ne sait plus comment faire fonctionner ces structures. Parce que même s'il y a Internet, en tout cas, quand tu as un pays comme le Mali, le Burkina, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la messe est dite. La messe est dite. Donc la CEDEAO, c'est fini. Ça n'est fini de la CEDEAO. Et ce que moi je crois, c'est que d'autres pays de la CEDEAO vont rejoindre la nouvelle structure si elle est bien montée. Si elle est bien, en tout cas, elle est bien imaginée. Il faudrait justement que nos trois États mettent tout leur savoir, tout leur génie à la mise en place d'une structure plus viable, plus humaine, une structure qui aura à cœur la valorisation des ressources humaines, une structure qui sera celle des peuples et non celle de quelques crapules. Merci Koumba Yarissi. Nous allons passer à notre volet. Cette fois-ci, c'est l'Algérie et le Mali. Nous savons que, évidemment, le torchon brûle entre le Mali et l'Algérie. Le gouvernement malien accuse l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Des accusations qui ont suscité la réaction d'Alger, bien entendu. Mais l'Alger, comme on le sait, qui reste dans la logique des accords de paix entre le gouvernement malien et des rebelles. Qu'est-ce que le Mali reproche concrètement à l'Algérie? Le torchon ne brûle pas, hein, il s'est consumé totalement. Il s'est Finalement. consumé totalement parce que depuis Moussa Traoré, vers la fin du règne de Moussa Traoré, je vais dire ça comme ça, règne entre guillemets, c'est l'Algérie qui a pris en charge les questions internes au Mali. Les questions qui opposent de manière sempiternelle, les questions qui ont opposé le gouvernement malien aux Touaregs. Parce qu'on sait que les Touaregs euh, vivent au Mali, au Niger, au Maroc et en Algérie. Après la guerre, après la situation de plomb, les 10 années de guerre pour faire disparaître le fils, l'Algérie s'est débarrassée du peu de terroristes
qu'il a pu installer dans les grottes et un peu partout au nord du Mali, parce que l'Algérie, sur le conseil de la France, avec la complicité de la France, l'Algérie a pu faire au Mali des choses indicibles. Elle a fait faire accepter par le Mali des situations que personne de sensé n'aurait dû accepter. Les 2 tiers de notre territoire au Mali sont situés au nord. Et l'Algérie a pu négocier avec les autorités de l'époque, qui étaient des froussards. Elle a pu les obliger à démilitariser les 2 tiers pratiquement du territoire. Qui dit mieux? Donc l'Algérie était maîtresse aussi bien en Algérie qu'au Mali. Nous avons plus de 1400, au moins 1400 kilomètres de frontières avec l'Algérie. Et l'Algérie s'est arrangée pour faire dépendre les trafiquants qu'il connaît très bien, les terroristes, pour les faire dépendre de l'Algérie en ouvrant les vannes. Parce que l'Algérie, pays pétrolier, qui, d'après ce qu'on a vu depuis la libération de Kidal, qui a pompé le pétrole et le gaz du Mali, a pu acheter la paix chez lui à travers, en tout cas, les terroristes. Elle a ouvert les vannes et tous les produits étaient subventionnés. Et donc, finalement, l'Algérie s'est donné tous les moyens de sa politique pour conduire notre pays à se désagréger. Oui, N'eût Madame été, Koumbayar ici, dans la réponse, donc la réaction bien sûr d'Alger à l'endroit de Bamako, on a constaté évidemment que Alger s'adresse plutôt à la population malienne qu'au gouvernement malien. Est-ce une façon de dire que Alger ne reconnaît pas le gouvernement malien, c'est ça? non, Alger comme Paris s'adresse maintenant au peuple malien et au Mali. Voilà, nous sommes des bateaux ivres, sans gouvernail, parce que Alger comme Paris sont désemparés. Alger comme Paris se sont pris le pied dans le tapis. Alger comme Paris n'ont jamais imaginé qu'il y aurait un jour des Maliens pour leur dire non. Et définitivement non. C'est ça le vrai débat. Ça n'est pas qu'ils méprisent nos autorités. Non. Parce que nos autorités sont sourdes et muettes à ce qu'ils disent ou font. Et donc, ils pensent qu'en parlant au peuple, de quel droit ils vont nous parler? Nous, on ne les connaît pas. Ce qu'on retient, ce que l'opinion malienne retient de l'Algérie, c'est simplement son ingratitude vis-à-vis du Mali. Son ingratitude parce que n'eût été l'implication personnelle de Modibo Keïta et de son régime, l'Algérie n'aurait jamais eu le dessus sur les forces françaises qui les Mais puisque combattaient depuis. l'Algérie, pardon, Koumbayar ici, l'Algérie s'en tient toujours à ces accords de paix, est-ce que c'est autant pour le gouvernement malien ou bien pour le Mali, ces accords-là sont caducs, ça n'existe plus, c'est ça? Ces accords, d'après eux, ont vécu. Nous n'en savons rien du tout. Ni le gouvernement d'Ibeka, ni l'Assemblée nationale qui était pourtant légitime, ni la société civile, ni les légitimités, ni personne ne sait ce que contenait cet accord. Et donc, que l'accord continue ou pas, nous, c'est le cadet de nos soucis.
l'Algérie pensait, c'était un fonds de commerce, cette histoire de rébellion, et pour l'Algérie et pour la France, à travers les enlèvements, à travers tout ce que vous connaissez. C'était un fonds de commerce. Aujourd'hui, ça a fait plouf. Ils ne savent plus quoi faire. Quel accord? Ça va s'imposer à qui? Quand le patron sortant de l'amunissement, qui était un Tchadien, qui est aujourd'hui, je crois qu'il est toujours ministre chez lui, à son départ pour Dakar, nous dit oui, les Maliens n'auraient pas dû accepter ça, ça ne s'impose pas à eux. Pourtant, il a fait la promotion de cet accord. Lui, les Algériens, les Français, les Nations Unies, tout le monde, l'accord, l'accord, l'accord. Comme si c'était de la magie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accord. Tout le monde doit l'accepter. Même ceux qui s'accrochaient à cet accord-là ont pris la clé des champs. Ceux qui sont restés, il y a 2 jours, Kidal fêtait la sortie carrément du Mali de la CEDEAO. Ça, ce n'est pas l'accord. Hein. À Kidal, ça a été plus fêté ou mieux fêté qu'à Bamako même. Donc, c'est vous dire que eux, ils peuvent raconter leur vie. Nous, nous avons tourné toutes ces pages-là. Si l'Algérie veut, l'Algérie en tant que voisin est obligée de coopérer avec nous. Nous, nous sommes obligés de coopérer avec tout le monde, mais il y aura des accords bilatéraux qu'on va, comment dire, négocier pied à pied. Plus question de nous dire, voilà, à cause de nous, vous aurez ci, donc vous allez accepter. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et les autorités du Sahel qui ne joueront pas leur partition, ils trouveront les peuples du Sahel sur leur chemin. Et comme ils savent déjà que Cabri mort n'a pas peur du couteau, ils savent très bien. Elles savent du moins très bien ce qu'il leur reste à faire. Donc l'affaire de l'Algérie, là, c'est fini. L'Algérie, c'est la dernière danse du diable. L'Algérie n'a qu'à essayer de voir comment faire, puisque l'Algérie a désormais un manque à gagner énorme du côté du pétrole et du gaz qui lui permettait de s'enrichir de manière honteuse. Alors, on va Écoutons. passer donc au troisième volet de notre émission. Ici, nous allons donc repartir vers le Niger, bien entendu, où les nouvelles autorités, vous l'avez probablement aussi appris, ont décidé de renforcer donc leurs relations avec la Russie qui a reçu dernièrement. Vous avez suivi, bien sûr, la visite de Lamine Zeine, le Premier ministre nigérien, en Russie, et dans le même temps, les Américains renforcent leur base militaire et annoncent demeurer au Niger pour la lutte, disent-ils, contre le terrorisme. Que vous inspire finalement cette cohabitation, j'allais dire, Russie, États-Unis, parce que la vérité, c'est ça. Aujourd'hui, le Niger s'est tourné vers la Russie et nous avons vu comment le Premier ministre a été reçu officiellement, d'ailleurs, et que dans le même temps, voilà, les Américains disent qu'ils vont demeurer au Niger et renforcer d'ailleurs leurs troupes au niveau du Niger pour la lutte contre le terrorisme. Oui, du terrorisme qu'eux-mêmes ont créé. Vous savez que l'Occident, au cours de l'histoire de l'humanité, l'Occident s'est donné le beau rôle. L'Occident est devenu le maître du monde. Donc, l'Occident ne souffre aucune contradiction. Et moi, ce que je pense, c'est que ils vont avoir, à un moment donné, les Américains vont avoir des réactions épidermiques et prendre leur clic et leur claque et repartir chez eux. Ou alors aller en Afrique australe ou quelque part là-bas, au Soudan, etc. Ou peut-être parce qu'ils pensent, comme vous le disiez, d'entrée de jeu, que finalement ils avaient confié l'Afrique aux mains de la France et que la France a probablement échoué et que maintenant les États-Unis eux-mêmes veulent prendre les choses en main, c'est ça? Ils ne pourront jamais. Ils ne pourront jamais parce que la Russie a un avantage comparatif, c'est que la Russie, aux yeux des Africains,
n'a jamais participé ni à l'esclavage, ni à la colonisation. Et tout le monde sait que la Russie a perdu des millions de ses citoyens pour amener le monde vers la liberté, ce qu'ils appellent, eux, liberté, à travers les deux guerres mondiales et même avant. La Russie a toujours pris sa part dans la civilisation universelle. Et donc, comme la Russie agit, ne parle pas, elle ne saupoudre pas ses actes, il suffira que, et d'ailleurs ils n'ont pas le choix, que les pays de l'AES restent droits dans leurs bottes et que les priorités restent des priorités et qu'ils ne transigent pas sur quoi que ce soit. Dans le domaine sécuritaire, ce n'est pas grâce à l'Amérique que nous allons nous en sortir. Or, c'est le plus gros morceau. Et donc, moi, je pense que d'ici même la fin de l'année, les Américains partiront sans demander leur reste. Parce que eux, ils sont là, hein, ils n'ont qu'un pied. Hein. Ils ne sont pas comme les Français, ils ne dépendent pas totalement des autres comme la France, parce que la France, son déficit, il est réglé grâce à l'Afrique, etc., etc. Donc, ils vont partir. Ils vont partir. Les Nigériens savent ce qu'ils font. Et toutes ces visites en Russie, ce n'est pas pour aller se promener ou aller prendre ses ordres auprès de Poutine. Non, c'est pour asseoir de véritables partenariats, pas seulement avec la Russie, mais avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie. Et donc, comme la géopolitique est remodelée, moi, j'ai aucune inquiétude par rapport aux Américains. Ils sont pas les Américains, ben, comme tous les 4 ans, ils changent de président. Bon, maintenant, c'est le tour des vieux. Eux, ils sont dépassés par les événements. Je ne suis pas inquiète. Pas du tout. Toujours au Niger, hein, c'est aussi l'expulsion sous 72 heures ordonnée le 26 janvier dernier des 15 membres de la mission de l'Union européenne EUCAP Sahel. Retournés au Niger, en fait, ces 15 membres étaient repartis au Niger, bien entendu, sans en avoir informé les autorités nigériennes au préalable. Que peut-on Euh, lire dans cette réaction? Est-ce que c'est une façon de dire que le Niger ne veut plus voir des Français, pour ne pas dire des Européens, à Niamey, c'est ça? c'est sur la base d'accords que tous ces gens-là viennent chez nous. Mais quand les accords sont dénoncés ou quand il n'y a plus rien dans le partenariat, ils viennent chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Non, ils pensent qu'ils n'arrivent pas à se résoudre au fait que les temps ont changé. Je crois que c'est ça la plus grosse difficulté pour ces Blancs. Ils pensent toujours qu'ils sont en territoire conquis et que nos autorités, ils peuvent les faire chanter comme avant, ils se font recevoir quand ils en ont envie, ils donnent des ordres et elles s'exécutent. Mais ça, c'est terminé. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, la vérité, elle est qu'ils ne peuvent plus s'imposer à nous. Et ils doivent même accepter que les pays qui sont encore sous coupe réglée de leurs autorités, ils doivent desserrer le taux parce qu'ils partiront de toute l'Afrique. Dans 5 ans au plus tard, ils partiront de toute l'Afrique. Et moi, je pense même que les migrations vont se faire dans le sens inverse. D'ici là, que les Français prennent le désert pour venir chez nous, comme nous sommes en train de mourir dans la Méditerranée. Non, c'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. Nous n'avons plus de complexe. Nous n'avons plus rien à leur... comment dire, nous leur demandons rien du tout. Et permettez-moi, encore une fois, de saluer le combat
du M5 RFP, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, évidemment, avec le partenariat qui est en train d'être gagné, le partenariat gagnant avec les 5 colonels qui ont joué le jeu, qui ne nous ont pas trahis comme certains voudraient le faire croire. Et donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que nous allons détricoter tous ces accords qui nous ont avilis et qui sont en train d'avilir encore des pays comme le Sénégal, comme, comment dire, le Nigeria même. On n'a pas idée que le président de la première puissance d'Afrique, qui de surcroît est anglophone, se mette à plat ventre devant Macron. On n'a pas idée. Et donc, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Ça va se faire. Et rien ne peut arrêter cette dynamique. Rien. Parce que nous avons donné la preuve depuis des années que nous ne reculons pas. Malgré tout ce qui va se passer, nous n'allons pas reculer. Et comment dire, le Burkina et même le Niger, qui est là, en moins d'un an, a fait toutes ses preuves, a donné, a montré patte blanche. Comment dire, tout le monde est engagé pour le panafricanisme, pour que ce que les Sékou Touré, Modibo Keïta, Senghor, pas Senghor, le Ghanéen, Kouma, etc., ce qu'ils ont, les graines qu'ils ont semées sont en train de pousser. Les bonnes graines poussent toujours et soyez rassurés, au bout de 5 ans, les Blancs viendront négocier avec nous comme tout le monde. Et pendant ce temps, ce que nous demandons à nos autorités, c'est de faire de la formation des ressources humaines leur point d'ingre. Merci Kumba Yaressi d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Au moins que vous ayez voilà, un mot de la fin. Je vais vous laisser quelques secondes, bien entendu, pour conclure sur les sujets que nous avons abordés. Je vous laisse quelques secondes. Bon, il n'y a pas, j'ai pas grand-chose à dire d'autre que moi, mon principal souci, c'est, je m'adresse aux autorités de l'AES, en fait. Je m'adresse à ces autorités-là parce qu'elles ont une chance extraordinaire de jouer un rôle historique, hautement historique, sur le continent et même dans le monde. Parce que la négritude a fait sa part de travail. Les premiers chefs d'État se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur vie, mais historiquement, le rôle qui leur incombe, c'est de sortir, de faire sortir l'Afrique et tous les peuples dominés des griffes, pas simplement de la France, mais de l'Occident. Et ça doit passer par la formation avec votre intervention, le réseau panafricain que vous constituez grâce aux réseaux sociaux et grâce à l'activisme des jeunes que vous constituez sur le continent. Ils n'auront pas droit à l'erreur. Personne ne leur pardonnera de ne pas y arriver parce que les peuples ne sont pas seulement résilients, les peuples savent qu'ils n'ont pas d'autre salut en dehors du sacrifice énorme qu'ils consentent aujourd'hui un peu partout. Ça n'est pas simplement au Sahel. Je sais quand même qu'au Congo, que ce soit les Congolais de l'intérieur ou les Congolais de l'extérieur, malgré tout, malgré le fait que la France-Afrique a pu s'enraciner longuement dans cette zone-là, les gens se battent, tout le monde se bat.
Et un jour viendra où on va récolter des résultats probants. Dans 5 ans, je ne sais pas si je serai là, mais dans 5 ans, je prie pour vous pour les jeunes que vous êtes, de veiller à ce que l'homme noir ne soit plus méprisé, de veiller à ce qu'on ne nous vole pas tout ce que nous avons, parce que nous avons les mêmes intelligences. Il nous suffit de nous mettre à la tâche, de nous oublier un tout petit peu, de penser à ceux qui n'ont pas de foi, de penser à ceux qui n'ont rien aujourd'hui et de se dire que nous avons tous des droits, que nous devons tous accéder à un bout de soleil sur notre continent parce que Dieu nous a donné un continent qui a tout. Aujourd'hui, des hommes, nous serons combien de milliards dans 30 ans? Nous serons nombreux. Si on forme tout ce beau monde, peu importe de quelle manière, il y a eu des enseignants, des instituteurs au pied nu en Chine. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique. Donc, rien ne paye que l'effort. Il n'y a que l'effort qui paye. Et moi, je vous exhorte à faire, à transmettre ce message d'année en année, même quand je ne serai plus là. Je vous remercie. Merci, Koumba Rishi, il n'y a que l'effort qui paye. Je rappelle que vous êtes enseignante, membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. En tout cas, merci d'avoir disposé ce temps pour cette interview. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Nous souhaiterions également vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Vous pouvez également soutenir Telar TV R7 en participant à la cagnotte Litchi. Le lien, il est en bas de la vidéo. Et nous vous en serons gré. Nous vous disons déjà merci d'avance. On se retrouve très prochainement. Merci.